Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'investis en bourse en gestion libre, donc en faisant mes propres choix. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo où on observe les résultats que j'ai eus sur mes investissements, les choix que j'ai faits, qu'ils soient bons ou mauvais, et les différentes périodes que j'ai vécues, puisque entre 2020 et 2022, vous verrez, j'ai eu une gestion libre que je considère comme moyenne et j'ai eu des résultats moyens. C'était pas catastrophique, mais c'était moyen. Et depuis 2022, j'ai mis la stratégie SPAC en place, la stratégie dont je parle beaucoup sur cette chaîne, et ça s'est grandement amélioré. Donc l'objectif, c'est de vous montrer de manière chiffrée comment est-ce que ça a évolué. Donc déjà, quels sont mes résultats aujourd'hui? Hop là, j'ai trop zoomé. Alors depuis le 05 septembre 2020, donc le 5 septembre 2020, j'ai un taux de rendement annualisé de 15,34% contre 13,80% pour le MSCI ACWI qui est mon indice de référence. Pourquoi est-ce que j'ai pris le ACWI? Tout simplement parce que c'est un indice qui est très diversifié, investi à la fois sur les pays développés et les pays émergents, et c'est l'indice qui ressemble plus à ce que j'ai envie de faire avec mon portefeuille, c'est-à-dire avoir une diversification correcte sur différentes zones géographiques. J'ai aujourd'hui environ 25 000 euros de gains, un petit peu moins. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que au niveau annuel, j'ai sous-performé en 2021 par rapport au ACWI. Et ensuite, en 2022, 2023 et 2024, j'ai surperformé à chaque fois, sachant que 2024 n'est pas fini et que pour le moment, j'ai une surperformance de 0,6%, donc assez faible. Ensuite, ce qui est également intéressant à regarder sur mon portefeuille, c'est que la chute maximale du portefeuille est plus faible que celle du ACWI et la volatilité est identique. Donc au niveau des paramètres de risque, je suis kiff-kiff alors que j'ai une meilleure performance. Tout ça, c'est des données que j'ai grâce à Portfolio Performance. Donc je rentre mes données depuis 4 ans à la main. C'est fastidieux, mais ça me permet d'avoir des données précises. Ensuite, au niveau des résultats, donc je vais vous montrer vraiment les captures d'écran de mes courtiers pour vous montrer que c'est réel. Ici, 2 Giro où j'ai 5 000 euros de plus-value dessus. Ensuite, Interactive Broker qui est mon courtier principal où j'ai la majorité de mes actions. J'ai une plus-value non réalisée que vous pouvez voir ici d'environ 15 000 euros. Et ensuite, sur mon PEA, j'ai également une plus-value de 3 300 euros. Voilà le constat de mes résultats. Et donc maintenant, l'idée, c'est de vous montrer quels ont été les stades de mon évolution. Donc, première étape, c'était en 2019. Gestion déléguée à travers une assurance vie pilotée chez YoMoney et à travers la banque où j'avais une assurance vie également et un PEA. Donc je ne vais pas vous parler de cette période-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces gestions-là ne sont pas forcément optimisées pour essayer d'optimiser votre performance sur le long terme puisqu'il va y avoir des frais que vous n'allez pas avoir quand vous faites vos propres choix. Et quand on fait nos propres choix, si on le fait correctement, on peut obtenir une meilleure performance. Donc je ne vais pas détailler cette période-là. Par contre, je vais détailler la période de 2020 à 2022. Que je considère comme le stade 2, c'est la gestion libre moyenne où je faisais encore pas mal d'erreurs. Et ensuite, la période de 2022 à aujourd'hui où j'ai optimisé un maximum de choses pour extraire la meilleure performance possible tout en contrôlant mon risque. Et ça passe par de l'analyse, etc. que je vais vous expliquer juste après. Juste avant de partir dans tout ce qui est chiffres et dans tout ce qui t'intéresse, je fais un petit aparté sur ce nouveau groupe privé gratuit. Donc c'est un groupe School entièrement gratuit, c'est même une communauté que j'ai mis en place pour la simple et bonne raison que j'en ai marre de devoir vous demander votre email à chaque fois que j'ai envie de vous envoyer une ressource gratuite supplémentaire. C'est chiant pour tout le monde, pour moi comme pour vous. Donc j'ai décidé de créer ce groupe privé gratuit dans lequel il y aura toutes les ressources complémentaires que je peux vous donner sur YouTube et sur Instagram. Et en plus de ça, il y aura un aspect communautaire, donc on pourra communiquer directement sur la plateforme. Vous pourrez me poser des questions, je pourrai vous répondre en petites vidéos. Je pourrai également faire des lives parfois. Donc j'ai plein d'idées pour ce groupe privé gratuit. Il vient à peine de se lancer, donc vous pouvez du coup vous inscrire sur ce groupe via le premier lien en description et ça sera super chouette de vous voir à l'intérieur et de pouvoir échanger directement avec vous, ce qui est très compliqué ici à faire sur YouTube. Et évidemment, la finalité de ce groupe, c'est de vous permettre de progresser sur vos investissements en bourse avec tout ce que je vais vous mettre à disposition à l'intérieur. Donc on passe sur le stade 2, donc ce que je considère comme la gestion libre moyenne de 2020 à 2022 et plus précisément, c'est un petit peu petit, mais du 5 septembre 2020 au 31 décembre 2021. Quand on regarde la performance ici, donc c'est la performance entre ces deux dates, j'ai un taux de rendement annualisé de 24,61% contre 30,43% pour le ACWI. Donc ça c'est très intéressant puisque ici je vois que j'ai sous-performé sur la période de septembre 2020 à décembre 2021 alors que quand on regardait sur la période complète entre septembre 2020 et aujourd'hui, j'ai une surperformance. Donc je vois que cette période, j'ai été moins bon que le marché et donc il faut tirer des leçons et c'est ce que j'ai fait
à ce moment-là pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Donc, mon portefeuille et mes erreurs, j'avais déjà deux pôles dans mon portefeuille, le pôle ETF et le pôle action. Si on regarde le pôle ETF, les erreurs que j'ai fait, elles sont assez simples. Déjà, j'avais trop d'ETF en portefeuille. J'avais 8 ETF, j'avais des ETF thématiques également, c'était la deuxième erreur avec des ETF sectoriels. Donc tout simplement, la simplicité de gestion d'un portefeuille ETF n'était plus là. J'avais trop d'ETF, j'avais des ETF sectoriels qui me permettaient d'investir sur une niche très précise de l'économie. Par exemple, la santé en Europe, au lieu d'investir sur la globalité des entreprises européennes. Et c'est, je pense, ma principale erreur sur les ETF. Ça m'a emmené à acheter des ETF comme celui-ci, donc c'est mal écrit, mais c'est le iShares Global Clean Energy, je crois. Et en fait, cet ETF, il n'y avait rien qui allait. J'ai acheté pendant cette période ici, et j'ai décidé de revendre un petit peu après. Donc déjà, j'ai fait un achat-revente, pas optimisé, et au final, j'ai quand même bien fait de revendre, puisque l'ETF a continué de chuter jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il y avait énormément de red flags à cet ETF. Et il y avait d'autres red flags sur les ETF thématiques que j'avais. Les frais étaient élevés, j'étais à 0,65 pour cet ETF. C'est un secteur très niché, c'était sur les énergies propres et les énergies vertes, renouvelables, etc. L'ETF était distribuant sur compte titre, donc ma fiscalité n'était pas optimisée. Je recevais des dividendes sur lesquels j'étais fiscalisé. Et si je voulais les réinvestir, j'allais payer à nouveau des frais de courtage, donc pas du tout optimisé. Et en plus de ça, ça avait une mauvaise performance. Donc globalement, mon portefeuille ETF, qui était censé être là pour m'apporter une diversification et une bonne performance, c'était l'inverse. Il ne m'apportait pas forcément une bonne diversification, puisque j'étais très concentré sur certains secteurs. Et en plus de ça, je n'avais pas forcément la performance que je voulais obtenir. Donc ça, c'était pour les ETF, on verra après ce que j'ai mis en place. Pareil sur les actions, j'ai fait plusieurs erreurs et une de ces erreurs-là, c'est le manque d'analyse des entreprises. Ça, c'est excessivement important quand on investit en stock picking, donc quand on choisit nos entreprises, il est primordial de pousser l'analyse pour savoir sur quoi vous investissez. Et une des erreurs que j'ai fait, c'est un petit peu petit, vous allez le voir ici, c'est l'achat de Alibaba. Alibaba où j'ai encaissé une moins-value de 29%. Et aussi, ça, c'était pas forcément une mauvaise décision de vendre, puisque j'ai vendu cette action-là et j'ai réalloué le capital sur des actions qui ont permis d'avoir une meilleure performance. Mais ça a fait mal quand même d'encaisser cette moins-value d'environ 500 €. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pu éviter avec une meilleure analyse. Et quand je parle d'analyse, au niveau d'Alibaba, c'était au-delà des chiffres financiers. Il fallait essayer de comprendre un peu le contexte au niveau de la Chine, le contexte autour de cette entreprise. Et il y avait des risques au niveau géopolitique, par exemple au niveau politique interne de l'entreprise, qui auraient pu mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'Alibaba était une entreprise qui était fortement valorisée et avec des risques que je n'étais pas prêt à prendre. Donc en fait, j'ai acheté pendant toute la période de baisse. Et là aussi, nouvelle erreur que j'ai fait, que j'ai pas notée, mais j'ai lissé mon PRU à la baisse. Vous savez, on dit souvent, je veux obtenir le prix moyen le plus bas possible. C'est vrai, et c'est vrai sur les bonnes entreprises, sur les entreprises qui ont des fondamentaux solides, qui ont une bonne croissance, etc. On peut avoir des opportunités avec des valorisations qui sont plus faibles pour X ou Y raison. Et là, ça peut être intéressant de racheter pour avoir un prix moyen plus faible. Par contre, là où c'est très important d'éviter de faire cette erreur, c'est quand vous avez une entreprise qui a des fondamentaux qui se dégradent et que vous faites comme moi ici, que vous essayez de lisser votre PRU en achetant de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et au final, j'ai fini par vendre Alibaba ici et quand on regarde, ça n'a pas réellement bougé depuis, donc j'ai mieux fait de récupérer le capital que j'avais investi ici pour le réinvestir sur des entreprises de qualité qui, elles, ont performé. Donc ça, c'était une de mes premières erreurs. Deuxième erreur, l'appât du dividende aux dépens de la qualité. On parle aussi beaucoup de la stratégie à dividende. C'est une stratégie qui peut être viable pour des personnes qui ont besoin d'une rente ou qui sont dans une phase de consommation de leur portefeuille. Mais quand on est dans une phase de capitalisation, de construction de portefeuille, de construction de patrimoine, pour moi, c'est une erreur de se faire appâter par les dividendes et encore plus dans le compte titre. C'est ce que j'ai fait avec l'entreprise, par exemple, Verizon. À l'époque, j'avais acheté Verizon ici et j'ai décidé de la revendre plus bas. Tant pis, j'avais fait une erreur, j'ai préféré récupérer mon capital et encore une fois la louer sur des meilleurs actifs. Mais j'aurais pu voir que ça ne se passait pas très bien sur Verizon. Quand on regarde l'évolution des dividendes, on a une évolution qui est assez faible. Donc une évolution de 2,37% sur 10 ans. Donc une évolution assez faible du dividende. En plus de ça, on a un payout ratio très élevé, 108%. Ça veut tout simplement dire que l'entreprise Verizon verse plus de dividendes que ce qu'elle gagne en résultat net, Et il y avait un rendement, ou en tout cas aujourd'hui, il y a un rendement à 6,27%. Donc on a un rendement plutôt élevé,
une croissance plutôt faible et une entreprise qui verse énormément de dividendes par rapport aux résultats qu'elle fait. Donc déjà, aujourd'hui dans mon choix d'action, ça c'est un warning et je n'y vais pas. Quand on regarde les résultats de l'entreprise au niveau de ses résultats nets, pareil, on voit que sur les 5 dernières années, on a des résultats nets qui ont été décroissants. Il y a eu une baisse des résultats nets. Donc une première baisse ici entre 2019 et 2020, une hausse ensuite jusqu'à 2021, une baisse pour 2022 et une grosse baisse pour les résultats 2023. Donc là pareil, c'est pas une entreprise qui me plaît. Moi je veux des résultats qui augmentent d'année en année. Dans l'idéal, il peut y avoir des années un petit peu plus difficiles, mais là, ça fait quand même beaucoup. Donc deuxième warning. Et enfin, troisième warning, quand on achète une entreprise qui est fortement endettée comme Verizon, on s'expose à des risques. Et vous voyez, en 2021, on avait la barre rouge ici qui représente la dette et qui représente une énorme partie par rapport à ses capitaux propres, donc ce que détient réellement l'entreprise, et par rapport à ses résultats nets ici en vert. La dette a diminué, mais globalement, on a toujours une dette qui est supérieure aux capitaux propres et aux résultats nets en 2022 et en 2023. Donc ça, ce sont des critères qu'il faut regarder et que j'aurais pu largement éviter. Troisième erreur que j'ai fait, j'avais beaucoup trop d'actions en portefeuille, j'avais 28 entreprises. Donc quand on a 28 entreprises en portefeuille et qu'on veut investir de manière sérieuse, il faut suivre ces entreprises. Il faut suivre les rapports annuels, il faut suivre les rapports trimestriels. Et je vous assure, quand on a 28 entreprises, c'est excessivement compliqué de suivre tout ça. Donc attention à la surdiversification. Ça aussi, je l'ai compris. J'ai diminué le nombre de positions dans mon portefeuille. Et je montre souvent ce graphique qui représente le risque sur un portefeuille avec le risque de marché qu'on ne peut pas éviter, ici en bas. Ça, c'est une crise boursière, quelque chose qui peut arriver. Ça arrivera à tout le monde, à tous les acteurs qui sont exposés sur le marché. Et ensuite, on a le risque spécifique qui, lui, est diversifiable. Donc au début, quand on commence à acheter plusieurs actions, on diminue énormément le risque rapidement. Et au bout d'un moment, on a beau augmenter encore et encore et encore le nombre d'actions, on ne diminue pas pour autant notre risque. Et donc, on dit globalement qu'autour de 15 actions, on a le bon équilibre entre la diversification et le contrôle du risque spécifique. Et on a construit un portefeuille avec des titres de qualité qu'on peut suivre parce qu'ils ne sont pas trop nombreux comme ce que je pouvais avoir juste avant. Donc voilà, ça c'était les 3 grandes erreurs que je faisais sur mon portefeuille actions et mon portefeuille ETF qu'on a vu juste avant. Comment faire pour améliorer tout ça? 3 étapes. Premièrement, arbitrer mon portefeuille, et ça je vous en ai un petit peu parlé, mais tant pis si je dois encaisser des moins-values, si je dois récupérer du capital, encaisser des moins-values et utiliser ce capital pour faire quelque chose de mieux et aller chercher de la performance ailleurs, c'est une bonne action. Améliorer mon portefeuille ETF et enfin améliorer mon analyse et mes choix d'action. Jusque-là, c'est 3 étapes classiques et on va rentrer dans le détail de ces étapes. Juste avant de rentrer dans ces étapes, on va regarder quel impact ça a eu sur ma performance pour vous montrer que c'est pas du flan. Et donc j'ai repris la performance le lendemain de l'arrêt de la première phase avec la gestion libre, on va dire moyenne. Et la performance c'est du 1er janvier 2022 à aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du taux de rendement annualisé, je suis à 11,13% contre 6,54 pour le ACWI. Donc j'ai quasiment 5 points de plus par an par rapport au ACWI depuis que j'ai mis cette stratégie en place. Et je bats également le S&P 500 de 2%. Donc là, il semblerait tout de même que les choix que j'ai faits et les ajustements que j'ai faits penchent en ma faveur et ont dynamisé la performance de mon portefeuille. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que j'ai toujours un max drawdown, donc une chute maximale du portefeuille sur cette période qui est inférieure au ACWI et par contre une volatilité qui est un petit peu plus élevée. Donc cette stratégie, j'en parle souvent, c'est la stratégie SPAC. Donc SPAC, c'est l'acronyme de socle passif plus action de qualité. Et donc sur le socle passif, qu'est-ce que j'ai fait? C'est assez simple, j'ai réduit le nombre d'ETF, j'ai investi ou je me suis réinvesti sur des ETF larges géographiques que beaucoup de monde connaît, mais après il faut choisir les bons pour optimiser, et sur des ETF Smart Beta. L'objectif du socle passif est simple, c'est obtenir une bonne diversification du portefeuille et contrôler le risque spécifique. Donc j'ai environ 30% sur le socle passif, ce qui me permet d'avoir une partie de mon portefeuille bien diversifiée. Et ensuite, c'est au niveau des actions de qualité qu'il y a un gros travail à faire puisque ça demande beaucoup plus d'analyse. Et justement, je fais des analyses beaucoup plus poussées avec la méthode QFV. Q pour analyse quantitative, les finances de l'entreprise. F pour l'analyse fondamentale, le business. Et ensuite, V pour la valorisation, pour savoir si on l'achète sous-valorisé, au prix juste ou survalorisé. Restez bien jusqu'à la fin parce que du coup, je vais vous montrer un petit exemple d'analyse que je peux faire et que je peux mettre à disposition des membres du programme SPAC, de mon programme d'accompagnement. Ensuite,
je me concentre sur les entreprises de qualité. J'arrête de me diversifier à outrance, j'arrête d'acheter des actions pour acheter des actions, je me concentre sur les meilleures actions. Et enfin, du coup, ça donne une diminution du nombre d'actions, donc une amélioration du suivi. Aujourd'hui, je suis les résultats annuels tous les ans et je suis les résultats trimestriels de chaque action pour voir si si l'hypothèse que j'avais sur l'entreprise se passe comme prévu ou non. S'il y a la bonne croissance attendue, s'il n'y a pas de scandale, s'il n'y a pas de problème avec les clients, avec les produits, il faut suivre un petit peu ce qui se passe. Et l'objectif de ce portefeuille-là, des actions de qualité, c'est d'aller chercher la performance tout en contrôlant le risque, en mettant des garde-fous au niveau de l'analyse et en se concentrant sur les meilleures entreprises. Forcément, on a des entreprises beaucoup plus résilientes, peu importe le contexte économique. Et du coup, au niveau des actions, ça donne ça. Donc là, je vous donne mes actions avec la performance que j'ai fait sur la période. Donc on a des très très bonnes performances. La seule performance négative, c'est LVMH, mais c'est une position que je viens d'ouvrir parce qu'avec la valorisation qu'elle a actuellement, elle m'intéresse. Mais voilà, je vous donne le portefeuille. En soi, ça vous donne des informations un peu sur les entreprises que j'ai en portefeuille, mais ne copiez pas ça bêtement parce qu'il y a plein d'actions ici que je n'achète pas aujourd'hui, parce que la valorisation n'est pas bonne, parce que le contexte a changé. Donc, il y a même des actions que je suis en train de potentiellement réfléchir à vendre, mais voilà. Là, à l'instant T, la photo de mon portefeuille, c'est celle-ci et ça se passe plutôt bien. Maintenant, je vais rapidement vous montrer les analyses d'actions que je fais et que je mets à disposition des membres de mon programme. Donc ici, on va prendre l'action Évolution AB, qui est une très bonne action. Donc forcément, l'analyse ne va pas être exhaustive, hein. Il ne va pas y avoir absolument tout ce que je mets dans le programme, mais ça vous donne une idée. Premièrement, on va analyser la croissance. Donc par exemple, la croissance du chiffre d'affaires. Je vais regarder la croissance sur 1 an, la croissance sur 5 ans et la croissance sur 10 ans. Et ensuite, je vais avoir des critères de notation pour essayer de me concentrer sur les meilleures entreprises, puisqu'ensuite, je note l'entreprise. Donc sur 1 an, s'il y a plus de 12% de croissance de chiffre d'affaires, c'est 2 points. Si c'est entre 8 et 12, c'est 1 point. Si c'est moins de 8, c'est 0 point. Pareil sur 5 ans. Pareil sur 10 ans, et quelque chose de très important que je regarde, c'est l'évolution de cette croissance. Donc si la croissance à 5 ans est supérieure à la croissance à 10 ans, ça veut tout simplement dire que sur les dernières années, l'entreprise a tendance à accélérer, et donc ça c'est plutôt positif. Je regarde pareil sur le bénéfice net, 1 an, 5 ans, 10 ans. Je vais regarder les marges, donc marge brute ici, avec la marge brute actuelle, la marge brute moyenne sur 5 ans, la marge brute moyenne sur 10 ans. Et là par exemple sur Évolution AB, il faudra aller se renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Pourquoi la marge brute a autant chuté? Pourquoi est-ce qu'elle a chuté en 2022? Donc voilà, ça nous donne des indications de là où est-ce qu'il faut aller chercher. On va regarder les dépenses d'investissement également, ce qu'on appelle le CAPEX par rapport au résultat net. Combien est-ce que l'entreprise réinvestit par rapport aux résultats qu'elle génère? Parce qu'une entreprise qui investit beaucoup trop, c'est dangereux, mais une entreprise qui n'investit pas du tout, c'est dangereux aussi. Parce que toutes les entreprises doivent investir pour se développer. Donc on va regarder un peu l'évolution des dépenses d'investissement pour savoir si c'est maîtrisé, etc. On va regarder la rentabilité avec le retour sur capitaux propres sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, toujours pareil, avec un barème de points. Et si la rentabilité est supérieure sur les 5 dernières années par rapport aux 10 dernières années, ça veut dire qu'elle est de plus en plus rentable. Ici, Évolution AB, ce n'est pas le cas. On voit que sur 5 ans, elle a un ROE moyen de 31,10 alors qu'il était de 41 sur les 10 dernières années. Donc, elle a une rentabilité moins élevée sur les 5 dernières années que sur les 10 dernières années. On va regarder la santé financière, donc le ratio de dette. Donc là, il y a un petit problème d'affichage, il faudra aller checker. Et ensuite, je regarde également le dividende, donc la croissance du dividende sur 1 an, sur 5 ans. Et je regarde évidemment quelle partie du résultat net est reversée en dividende, c'est ce qu'on appelle le payout ratio. Et ici, chez Évolution AB, il est de 4,51%, ce qui est très faible, très correct. Donc l'entreprise verse 4,51% de ses profits sous forme de dividende. Donc ça, c'est voilà, un très bon point pour une entreprise parce que ça veut tout simplement dire qu'elle peut payer des dividendes, ce qu'elle fait, qu'elle peut réinvestir dans sa croissance et qu'elle garde du cash. Et on regarde également la performance. Donc tout ça, c'était pour la partie chiffrée. Ensuite, il y a une autre partie qui est très importante, ça va être la partie analyse fondamentale. Donc qu'est-ce que fait l'entreprise? Donc on va regarder quelle est l'activité de l'entreprise. Donc ici, Évolution AB, c'est une entreprise qui fait des solutions de jeux de casino en ligne en direct et il développe des technologies de jeux et services associés. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais voilà, j'ai mis une petite note ici. À noter que pour l'instant, les casinos en ligne sont interdits en France. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Alors que dans le reste de l'Europe, ils sont autorisés. On va essayer de creuser comme ça pour savoir quels sont les risques liés à l'entreprise. Là déjà, on peut se dire que l'entreprise a un risque de régulation. Il est possible que dans d'autres pays européens, ils ferment l'activité. Et s'ils ferment l'activité, ça peut impacter les revenus. Donc ça, c'est un risque à prendre en compte.
Est-ce que son business est simple ou complexe? Donc le modèle d'affaires est assez simple. Ils ont des solutions de jeu en ligne en direct. Voilà, les produits sont centralisés. Donc ils ont les technologies et les casinos qui leur appartiennent. Et la complexité, c'est que c'est une technologie qui a avancé. Il y a de la réglementation et la conformité, comme je l'ai dit juste avant. Et il faut gérer des opérations internationales. C'est une boîte internationale, donc ça complexifie un petit peu le truc. Et on va dérouler comme ça. Est-ce que ces revenus sont prédictibles? Donc ils ont des contrats à long terme. Ils ont un modèle économique basé sur les logiciels. Qu'est-ce qui peut faire varier les revenus? La dépendance à l'égard des habitudes de jeu des consommateurs. Si les mecs jouent moins, va y avoir moins de revenus. La fluctuation des devises, la concurrence et l'innovation. On va essayer de creuser comme ça à chaque fois. Et tout ça, ça nous permettra, je ne vais pas vous passer tous les points. D'ailleurs, cette analyse, en tout cas ce début d'analyse, sera disponible, je pense, dans le groupe privé gratuit, le groupe School. Donc allez-y, au moins comme ça, vous pourrez lire un petit peu. Et là, vous voyez, il n'y a qu'une dizaine de questions, alors qu'en réalité, moi, j'en pose 33 pour vraiment décortiquer l'entreprise de A à Z. Et tout ça, ça me permet de remplir une checklist de 15 points. Donc là, vous avez uniquement les 3 premiers points et ça me permet de redonner une note sur 15. Donc la première question, c'est est-ce que le business est simple, neutre ou complexe? Ici, c'est assez simple, je comprends le business. Si c'est un business très complexe et je ne comprends rien, le jour où il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et que je ne comprends pas l'entreprise, je ne serai pas à même de prendre la bonne décision. Donc, je préfère ne pas investir sur une entreprise qui est trop complexe. Est-ce qu'elle a une dépendance à l'un de ses produits? Apparemment, elle a une dépendance à l'un de ses produits au casino en ligne. Et donc, il y a plus de 80% du chiffre d'affaires qui vient de ça. Donc, il faut voir un petit peu si ça n'entraîne pas de risque. Et si on ajoute le risque de régulation à ce risque-là, si l'Europe décide d'interdire les casinos en ligne, ça va faire très très mal à l'évolution AB, par exemple. Et enfin, est-ce qu'elle a une dépendance à une zone géographique? Apparemment pas. Elle n'a pas de dépendance puisqu'elle n'a pas plus de 60% du chiffre d'affaires qui est généré dans la même zone géographique. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà, il y a d'autres points qui sont du coup réservés pour les membres du programme SPAC, mais ça vous donne une idée d'à quel point je pousse les analyses pour essayer de minimiser les erreurs que je fais. Parce que l'investissement en bourse, c'est ça, c'est minimiser les erreurs et ça passe par de l'analyse au niveau des finances, ça passe par de l'analyse au niveau de ce que fait l'entreprise, ça passe par l'acheter à un bon prix, ça passe par réfléchir au niveau de la fiscalité et en fait en minimisant chaque étape d'erreur, on va pouvoir optimiser notre performance. Voilà, et moi aujourd'hui, mon travail, c'est d'accompagner les personnes en leur mettant à disposition une formation très complète, mais également toutes les analyses que je fais. Donc si vous ressentez le besoin d'être accompagné et d'avoir accès à ce genre de ressources, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi ou avec mon équipe. On sera un plaisir de vous présenter tout le travail qu'il y a dans le programme SPAC et tout ce que ça peut vous apporter. Ça ne coûte rien, c'est 1 heure, on échange sur votre situation et je vois si sincèrement je peux vous aider. Si c'est le cas, on va plus loin ensemble. Si c'est pas le cas, il n'y a aucun engagement à prendre cet appel. Donc n'hésitez pas à en réserver un et au plaisir d'échanger ensemble. Je vous laisse avec une de mes précédentes vidéos et je vous dis à très vite, c'était Clément. Ciao.